Il est grand temps de se retrouver pour parler vélo, pour parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Podcast, plateforme média, simplement un endroit où on vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le podcast des passionnés pour les passionnés ici dans le Coup Tordu. Il y a des interviews et il y a des previews. Le 310e épisode du Coup Tordu. Je vous rappelle que le Coup Tordu est disponible. L'émission, vous pouvez l'écouter sur l'intégralité des plateformes de podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast également, et puis le Coup Tordu présent également sur YouTube depuis quelques semaines. Et puis on se retrouve bien sûr le Coup Tordu sur tous les réseaux sociaux. On peut rentrer en contact à tout moment sur X, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et sur Substack également. C'est nouveau, vous êtes un petit peu plus de 140 à vous être abonnés au Substack du Coup Tordu et ça fait super plaisir. Donc on se retrouve pour le 310e épisode du Coup Tordu, un épisode en solo. J'enregistre assez tard dans la nuit. Je fais un gros big up à Thibaut, à Enzo, bien évidemment. Vous les retrouverez très très vite dans le podcast. Voilà, c'est pas parce que je fais les épisodes, on va dire, un petit peu à l'arrache au niveau de l'horaire que je n'ai pas préparé l'épisode et que je n'ai pas plein de choses à vous dire. Donc on se retrouve pour la preview et pour l'analyse de la 4e étape du Tour de Suisse 2025. On va parler également du Tour de Belgique qui débute ce mercredi 18 juin. Et puis un petit mot également de la route d'Occitanie. Je vais faire le message de prévention habituel parce que ça va bêter là dans le podcast. Là, j'ai pas mal de petits pronos à vous lâcher. Jouer avec excès comporte des risques. Je vous ai mis dans le lien de l'épisode sur les plateformes de podcast et même sur YouTube le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, et même s'il n'y a pas une loi qui m'oblige à faire ces messages de prévention sur les plateformes de podcast, en tout cas j'ai jamais reçu d'alerte ou de choses comme ça. Je le fais parce que je trouve que c'est tout simplement du bon sens. Il faut faire du management de bankroll, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et si vous avez des questions à poser, on est là également pour ça dans le Coup Tordu. On fait ça gratuitement, bénévolement. On n'est pas bien évidemment addictologue. Si vous avez de gros problèmes, il faut aller voir Joueur Info Service. Mais si vous avez des questions à poser, bien évidemment, on essaiera de vous répondre modestement et de vous orienter sur les personnes compétentes si jamais il y a un problème. Mais voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas parce qu'on peut vraiment dans le Coup Tordu tous les garde-fous possibles et inimaginables pour qu'il n'y ait jamais de problème. Allez, actualité vélo pour ce 310e épisode du Coup Tordu. Je reviens sur Tadej Pogačar qui s'est comporté un petit peu de manière condescendante sur le critérium du Dauphiné. Ça a fait réagir pas mal de personnes. Il fait pas le sprint à Vingegaard à la dernière étape. Nicolas Fritsch d'ailleurs a fait un très très beau résumé sur Eurosport dans Bistro Vélo sur l'attitude un petit peu condescendante de Poggi. Philippe Gilbert également l'a relevé sur les réseaux sociaux. Alors comment l'analyser en termes de betting? Bon, pour moi là dans les semaines et dans les mois qui viennent ça change rien. Tadej il va littéralement poutrer le Tour de France. J'espère encore une fois qu'après le chrono du critérium du Dauphiné vous en avez pris un 1,80 parce que c'était vraiment donné. Après bien sûr il peut y avoir des impondérables. Maintenant ça commence à me rappeler quelque chose, cette histoire de Poggi, et je parlais de quelqu'un que je n'aime pas dans le cyclisme. J'aime bien Poggi, je l'assume, j'aime bien Tadej Pogačar, mais je vais faire le comparatif avec une époque sombre du cyclisme. Lance Armstrong. Lance Armstrong, il était, on peut comparer un petit peu. Alors encore une fois, tout garde-fou, toute proportion gardée. Moi, je déteste un truc, c'est on va dire dans les publications ou dans les commentaires sportifs quand on met Lance Armstrong au palmarès de quelque chose. Le seul truc pour moi qui reste à son palmarès, c'est son titre de champion du monde. Je crois que quand il avait 22 ans, il l'a fait à peu près à l'eau claire. Mais le reste, il me semble je sais pas s'il a pas une médaille olympique aussi aux Jeux Olympiques de Barcelone, mais non, je suis pas sûr. Là, je raconte probablement des conneries. Mais après, voilà, dès qu'il reprend le vélo après son cancer, c'est littéralement n'importe quoi. Et le problème que j'ai avec Armstrong, en plus des autres, c'est que lui non seulement était en plein dans le système, mais lui et son copain Johan Brunel étaient ceux qui faisaient le système, et ça me pose problème, plus que ceux qui subissaient le système. Je fais une différence entre ceux qui ont subi le système et ceux qui ont créé le système. Bon bref, je suis pas là pour faire un épisode là-dessus. Je reviens simplement sur la rivalité entre Lance Armstrong et Jan Ullrich, qu'on peut un peu comparer à la rivalité entre Pogačar et Vingegaard. Il y en a clairement un qui dominait l'autre, et à un moment donné, Armstrong a commencé un petit peu à se la raconter. Je sais pas si vous vous rappelez, Armstrong, je crois que ça devait être sur son 2e Tour de France, où il commençait à être un peu lâché
lâché dans les cols. Il arrivait l'avant-dernier col, on a l'impression qu'il était usé. Ulrich commençait à bomber le torse, tout le monde commençait à se dire oh là là, ça y est, Armstrong, ça va mal. Puis en fait, c'était du bluff intégral. Et à la fin, Armstrong le poutrait, lui mettait une énorme tarte et le fumait à l'arrivée. Et on va revenir donc sur un Tour de France, le Tour de France 2003, ça doit être la 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 5e victoire de Lance Armstrong, consécutive sur le Tour de France, il a littéralement écrasé les éditions 99, 2000, 2001 et 2002, et là, en cette année 2003, Lance, il gagne il gagne le Tour de France, encore une fois, voilà, entre guillemets, entre parenthèses, avec seulement 1 minute d'avance sur Jan Ullrich. Ça se décide d'ailleurs dans un contre-la-montre du côté de Pornic à la veille de l'arrivée à Paris. Et à l'arrivée de l'étape, Armstrong donc sait qu'il a gagné le Tour de France et explique qu'en fait il a jamais autant souffert sur un Tour de France et il ne veut plus jamais ressouffrir autant sur un Tour de France. Donc qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente ? C'est ces fameuses étapes où il commençait à se la raconter, il commençait à être condescendant, il commençait une petite tape sur le cul quand je récupère un mec qui avait 7 minutes d'avance. Il y avait un mec qui m'avait fait rire sur YouTube qui avait fait un truc là-dessus. Donc donc il commençait un peu à poutrer tout le monde et à prendre tous ses adversaires pour des enfants, de la même manière que Poggi prend ses plus gros adversaires pour des enfants. Alors attention, je dis pas que Poggi trempe comme Lance Armstrong. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je pense qu'à l'époque, du côté d'Armstrong, on le sait, on était dans la zone rouge, voire dans la zone noire. Tadej Pogačar, on est dans la zone grise. Et la zone grise, c'est pas forcément de la triche. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait des trucs qui sont pas autorisés, mais qui sont pas interdits. En tout cas, c'est mon avis. Donc pour moi, Pogačar n'est pas un tricheur. Voilà, c'est mon avis, on peut en débattre, on le saura dans quelques années, mais pour moi, Poggi, c'est pas un tricheur. Armstrong, c'était un tricheur. Donc Armstrong avait tendance à sous-merdifier ses adversaires de la même manière que Poggi sous-merdifie ses adversaires, et sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à son 5e Tour de France ? Il pense qu'il a tellement de marge et tellement d'avance que il a beau se charger comme un mulet, mais comme nous disait Eric Boyer quand on l'avait reçu dans le podcast, le dopage, si c'est pas accompagné d'un très bon entraînement, ça sert à rien. C'est quand on couple le dopage à un bon entraînement qu'on fait des trucs complètement inhumains. Donc Armstrong travaille moins. Voilà, il fait moins les efforts, parce que le vélo, même quand on est chargé comme une mule, c'est compliqué, faut faire des efforts, c'est dur. Je pense en plus, et ça faudra qu'on en parle quand même dans le podcast, parce qu'on parle très souvent de la nutrition, du matériel, mais on parle très très peu du travail en salle. Moi, j'aimerais bien un jour que Antoine Veiller, par exemple, il explique quand il était entraîneur à la Festina, combien de temps il passait à la salle de musculation avec ses coureurs. Alors, je sais que Luc Leblanc, il l'a raconté dans son livre, sur conseil de Raymond Poulidor, il s'était mis à couper du bois pendant l'hiver et c'est ce qui lui avait permis de franchir un cap quand il a été néo-professionnel, et c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à avoir des résultats. Mais bon, voilà, là on est sur des méthodes un peu à l'ancienne, mais aujourd'hui, clairement, les coureurs professionnels passent beaucoup plus de temps à la salle de sport à faire du gainage, à faire de la musculation, que ce que ne le faisaient les coureurs il y a encore 10, 15 ou 20 ans. C'est Christophe Riblon qui expliquait, ils ont parlé l'autre fois sur l'équipe dans une course, il disait si on avait une séance à sauter dans la semaine, c'est celle-ci qu'on sautait. Quand on regarde Paul Magnier par exemple, avec ses 2 victoires qu'il a réalisées le week-end dernier, Paul Magnier, il a passé son hiver à faire des squats. Donc de plus en plus, et puis on le voit aussi dans le marathon, on voit vraiment, mais je pense qu'on préparera un épisode pendant l'hiver. J'ai un petit coach sportif à vous présenter qui est pas mal, qui est vachement affûté sur toute la nutrition et sur toute cette partie préparation physique. Et moi, je pense aussi que dans tous les gaps, dans tous les gains qui ont été récupérés par les coureurs ces dernières années, en plus du matos et de la nutrition, on a aussi optimisé sur le travail en salle. Donc, je reviens à mon premier sujet. Donc, Armstrong, pour le Tour 2003, il l'a moins préparé que d'habitude, il s'est moins entraîné. Au niveau de l'alimentation, je pense qu'il a été un petit peu moins sérieux. Alors, il a gagné le Tour de France parce qu'il avait une marge abyssale sur Jan Ullrich, mais il l'a gagné avec la plus petite marge des 7 Tours de France qu'il a, entre guillemets, gagné ou arnaqué, comme vous le voulez. Moi, j'entame le plus arnaqué. Donc, ce qui est intéressant pour Tadej, c'est qu'il va falloir anticiper
c'est que quand on commence à se comporter un petit peu de cette manière-là, bah peut-être que dans les mois qui viennent, les efforts pour se préparer, il va peut-être les faire un petit peu moins. Voilà, donc va falloir, je dis pas que ça va être ça, mais va falloir aussi un petit peu regarder ça. Se dire, bon, allez, après tout, j'ai tellement de marge et j'ai tellement d'avance sur mes concurrents que là, le steak frites, je peux le manger, que cette séance d'entraînement, je peux la péter, que le travail en salle ce matin, j'ai pas trop envie de me lever, je vais rester tranquillou. Donc voilà, on a tendance à être un poil moins professionnel et ensuite à se faire grignoter. Donc ça sera à surveiller. Je dis pas que ça sera le cas, mais très souvent dans le sport, quand on commence à être condescendant, on commence à faire un petit peu moins les efforts et c'est à partir de ce moment-là où on commence à avoir des résultats en inversion. Donc encore une fois, je vous le dis, ça ne sera pas pour le Tour de France 2025. La deuxième chose dont je voulais vous parler, ça fait pas mal réagir. Alors, vous savez, dans le coup tordu, on parle beaucoup de Side Limit, on croit beaucoup en ce projet, on croit beaucoup en ce jeu. Le but est de collectionner des NFT de coureurs un petit peu façon carte Panini numérique et ensuite de les utiliser pour aligner ces coureurs dans des compétitions. Alors, il y a un bad buzz qui est parti sur Sorare, qui viendra un petit peu d'une sphère peut-être un peu complotiste. En tout cas, on voit que c'est pas forcément des journalistes qui ont été publiés les articles, plutôt des anti-Macron. C'est que Nicolas Julia, qui est le patron de Sorare, est extrêmement proche d'Emmanuel Macron. Il a été aussi proche de Bruno Le Maire à l'époque. Alors moi, je viens absolument pas en soutien d'Emmanuel Macron, loin de là. Simplement, j'essaye de remettre un petit peu l'église au milieu du village et je vais simplement un petit peu reprendre le tweet et les explications de Mehdi alias Magic Mehdi, qui m'avait reçu dans son podcast Média Sorare qu'il avait fait à l'époque, et c'est après avoir fait le podcast avec Mehdi que j'ai eu l'idée de lancer le coup tordu. Je m'étais dit Média Sorare, un podcast où on parle de digital fantasy gaming dans le foot. S'il y a un jeu comme ça qui existait dans le vélo, ça serait génial de faire un podcast et de tourner autour. Donc vous connaissez l'histoire, Valentin a créé Side Limit et j'ai lancé le coup tordu. Alors certes, comme disait Mehdi, il disait que tout n'était pas acheté. Globalement, dans l'article, dans les articles qui sont sortis, globalement, ils expliquent que Sorare sera à bout de souffle et qu'il resterait quelques mois de liquidité avant que le jeu fasse définitivement faillite, et que c'était une sorte de Ponzi, une sorte de miroir aux alouettes. On sait qu'il y a un jeu qui s'appelle Ovalie sur le rugby, où je crois que ça s'est assez mal passé. Vous me reprendrez si je dis des conneries, mais je crois que le jeu est plus ou moins fermé. Enfin, ils attendent un repreneur. Ils ont ça n'a pas été. J'ai eu quelques échos. C'est le même principe sur le rugby. Alors sur Side Limit, moi ce que j'en sais, c'est que déjà on n'est absolument pas sur les chiffres de Sorare. C'est qu'effectivement sur Sorare, il y a beaucoup de managers qui ont perdu énormément d'argent. Il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes. Sur Sorare, bien sûr, il y a eu des erreurs de communication. Enfin il a fait un très bon tweet où il a tout résumé. Bon, maintenant, il y a eu un véritable engouement. Il y avait de vraies licences avec les vraies équipes. Il y a eu aussi de gros investisseurs. Donc voilà, il y a de grosses erreurs. Moi aussi, je suis très très déçu de Sorare, mais tout n'est pas acheté à la poubelle comme le disent certains articles. Maintenant, sur Side Limit, on n'est absolument pas dans la même économie. Je rappelle que la carte unique de Kylian Mbappé, je crois que c'était vendu à plusieurs centaines de milliers d'euros. Si on compare un petit peu avec le vélo, peut-être que Alaphilippe, c'est l'équivalent d'Antoine Griezmann dans le foot. Et on va dire un petit peu en popularité. La carte de Julien unique, elle n'est pas encore sortie, mais si elle sort à 500 balles, ça sera déjà énorme. Alors que la carte de n'importe quel joueur, n'importe quel footballeur sud-coréen de deuxième division arrière droit en carte unique, on va déjà compter quelques milliers d'euros. Donc on n'est absolument pas sur la même économie. Donc venez pour jouer, venez pour vous amuser. Il y aura beaucoup de perdants. Il y en a quelques-uns qui vont être meilleurs que les autres et qui vont gagner un petit peu. Mais on est exactement comme dans les paris sportifs. Ne mettez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre. Et puis également, si vous avez envie de le faire en gratuit, en Ligue 4, vous pouvez le faire, bien évidemment. On peut jouer en fantasy totale sur Side Limit. Donc on est sur les mêmes garde-fous entre guillemets que les paris sportifs. À cette différence, c'est que une carte, quand vous l'avez, même si elle perd de la valeur, elle perd jamais complètement totalement sa valeur, sauf si le coureur part à la retraite. Mais Valentin nous a dit que d'ici quelques temps, d'ici quelques années, c'est pas pour tout de suite, les coureurs, on va dire à la retraite, les cartes inutilisées pourraient
auront à terme une nouvelle utilité dans le jeu. Donc quoi qu'il en soit, rien n'est perdu, mais encore une fois, voilà, on vient, si on met 200 balles, on se dit que les 200 balles, on peut en perdre un bout. Voilà, ça c'est le jeu. Forcément, c'est comme dans tout, c'est comme dans le poker, c'est que je pense que tout le monde le comprend, c'est que tout le monde ne gagnera pas. C'est pas possible. C'est absolument comme dans tout. Il n'y aura pas 80% de gagnants. Je sais pas quelle est la proportion. Je l'imagine un peu comme dans le poker. Peut-être 10-12% de gagnants. Mais voilà, il y a aussi des belles expériences à vivre. Il y a une communauté qui est très sympa. Il y a un jeu qui est sympa. Donc voilà, on peut mettre quelques euros, quelques dollars et puis s'amuser un petit peu. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des économies, au niveau de l'écosystème, on est sur des choses qui n'ont absolument rien à voir et ce qui rend ça limite d'autant plus sain, vu que là, Mehdi, voilà, quand il parle de mecs qui sont brûlés les ailes et qui ont perdu des milliers et des milliers d'euros, on n'est pas du tout sur ces budgets-là, sur Side Limit. Donc voilà, c'est un petit peu la chose que je voulais dire, parce que voilà, ça fait pas mal parler, pas mal discuter dans les Discord de Side Limit. Je vous redonne notre code de parrainage, d'ailleurs, pour intégrer le projet. On fera un tirage au sort demain pour vous offrir un reward. C'est coup tordu 0 avec le chiffre 0. On bascule sur nos pronos. On va attaquer avec la route d'Occitanie qui débute. Alors voilà, il y a des pronos possibles en France. Ça a pas mal bougé ces derniers jours. La NJ a autorisé pas mal de choses. Donc on a 4 étapes sur cette route d'Occitanie. On attaque avec un premier contre-la-montre. Alors Raúl Garcia Pernia favori. Pour moi, favori logique. On a une cote autour de 2. Bon, rien à dire. C'est à peu près là où je l'aurais coté. Donc pas de value. Donc on va pas y aller, puis on connaît difficilement la forme réelle des coureurs. Pour beaucoup, c'est la reprise après les stages en altitude. Donc voilà, donc j'irai pas, quand même méfiant. Je pense qu'il peut y avoir un match avec Thibaut Gruel, qui est aussi un des coureurs que je suis pas mal. Il avait fait un bon chrono sur les boucles de la Mayenne. J'avais regretté d'ailleurs de ne pas l'avoir pris. Donc voilà, donc ça devrait, il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est un chrono un peu bosselé. La météo, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Tom Donner-Witt qui peut créer la surprise au classement général. Moi, il y a un coureur qui m'intéresse si j'arrive à trouver un top 10 classement général. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc faudra voir s'il y a des top 10 au classement général sur cette route d'Occitanie. C'est un coureur du CIC Nantes Atlantique, c'est Yael Johaland du CIC Nantes Atlantique. Vous avez tous vu sa chute au début de l'année 2024 sur la Marseillaise, une chute qui a failli lui coûter la vie. Depuis, Yael est revenu, il revient bien, il revient en forme. Juste se rappeler qu'avant sa chute sur l'année 2023, Yael, c'était quasiment le niveau Jordan Jegat. Donc on voit la carrière de Jordan, 29e du dernier Tour de France, gros Tour de France. Peut-être Yael, peut-être Jordan un peu plus puncher et Yael un peu plus grimpeur, mais Yael a d'excellents résultats. Alors il va être un petit peu désavantagé sur le contre-la-montre parce qu'on sait aujourd'hui le chrono c'est la course à l'armement. On en avait parlé quand on avait reçu Maël Guégan dans le podcast. Forcément, à Nantes il y a du matos, bien sûr, mais Nantes ça reste une Conti et on peut pas comparer une Conti aux moyens des pro teams World et World Tour. Et donc sur cette route d'Occitanie il y a beaucoup de pro teams et il y a même il y a 3 World Tour. Il y a 4 World Tour, il y a IF, la Groupama, Cofidis et Decathlon. Donc pour moi, je pense que pour Yael, il a 24 ans, je pense que c'est le moment. Le moment est venu de franchir le cap, de passer à un niveau supérieur, et cette route d'Occitanie doit nous montrer le Yael Johaland revenu à son prime après un début de saison prometteur de retour de blessure. Il a failli arrêter le vélo. Donc voilà, donc là, pour moi, c'est un parcours en dehors du contre-la-montre, c'est un parcours qui lui convient totalement. Donc voilà, s'il y a du Yael top 10 aux alentours de 2,5, je pense que ça sera bon à prendre. Je pense qu'il peut aller chercher un très très bon classement général sur cette route d'Occitanie et se faire opérer pour monter à un niveau supérieur la saison prochaine. En tout cas pour moi, il a l'âge, il a le niveau. Il est regardé, il est scruté et je suivrai les top 10 sur cette route d'Occitanie. On bascule sur la 4e étape du Tour de Suisse, donc l'une des étapes reines de ce Tour de Suisse. On a quasiment 200 bornes, on va aller en Italie. Alors c'est tout plat jusqu'au 128e kilomètre et puis après on a un col, on va monter à plus de 2000 mètres d'altitude, col de 9 km, 7,3% de moyenne, mais il y a déjà un pied avec une bosse de 3e catégorie, donc ça s'apparente un petit peu à un col long.
bon, il y a de l'altitude, donc ça c'est important. Ensuite, longue descente, et puis en bas de la descente, on est quasiment à l'arrivée. On a un petit répécho de 6-7 km avant d'arriver à Valcavena en Italie. Alors, voilà, échappée assez facile à contrôler. Pour moi, c'est JC Day. Je vais être assez radical sur l'histoire. Joao Almeida. Pour moi, Joao, podiumable, j'en ai déjà parlé, un podiumable sur le Tour de France. Je pense que l'humiliation totale pour les UAE, ça serait d'aller placer 2 coureurs des UAE sur le podium du Tour de France et de mettre Almeida, pourquoi pas, devant Remco ou Vingegaard ou les deux. Je pense qu'ils ont ça un petit peu dans un coin de la tête. Joao Almeida, il a jamais été aussi haut en forme, hein. Il a 26 ans, il arrive à son prime, il remporte le Tour de Romandie, il remporte le Tour du Pays Basque. Donc je vois pas quel grimpeur, si vous voulez, sur cette ascension qui va monter à plus de 2000 mètres d'altitude, je vois pas sur la start list quel est le grimpeur qui peut rivaliser réellement avec Joao Almeida, peut-être un Ben O'Connor ou un Félix Gall à leur prime, mais même à leur prime face à un Almeida à son prime, pour moi c'est derrière. Pour moi, c'est en dessous. Alors, on se méfiera évidemment de 2000 mètres d'altitude. On se méfiera de Nairo Quintana. On se méfiera de l'animal également, Pablo Castrillo. Donc, il y a des petits noms sympas sur cette start list. Mais pour moi, vraiment, sur les grimpeurs top mondiaux, même un Vlasov des grands jours, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, sur les grimpeurs top mondiaux, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, échappée assez facile à contrôler. Et je pense qu'on va avoir plusieurs équipes qui vont rouler, qui vont vouloir la gagne de cette étape. Pour moi, la cote à 5-10. Moi je l'aurais coté à 1,80 à 90, hein. J'avais peur de le voir aux alentours de cette cote là. Je me disais à 2,50 ça serait déjà sympa, mais 5,10 la victoire de Joao Almeida, ça sera 0,25% de bankroll pour la victoire de Joao sur cette 4e étape du Tour de Suisse. On va terminer avec le Tour de Belgique qui est pariable en France. Alors j'ai détecté une petite erreur des bookmakers, elle n'est pas colossale mais elle est quand même petite, donc favori, hein, bien évidemment. Bon, c'est plutôt plat le Tour de Belgique. On aura une étape de boss à la 4e étape. Sinon, on a des étapes pour sprinter et un contre-la-montre qui sera décisif. Un contre-la-montre d'une dizaine de kilomètres. Hein. Souvent, le contre-la-montre sur le Tour de Belgique est décisif. Alors, il y a un grand favori, c'est Pipo Ganna. Pipo Ganna, la cote, elle est à 2. Et ensuite, on a un deuxième favori qui s'appelle Thibaut Nice. Alors, pour moi, c'est une erreur de cotation d'aller mettre Thibaut Nice en deuxième position, tout simplement parce que le chrono est décisif et Thibaut Nice déteste les contre-la-montre. Il a horreur de ça. Regardez d'ailleurs par exemple sur le chrono du Tour du Pays Basque, il fait 157e, il se relève complètement. Sur le Tour de Pologne en 2024, il avait un maillot de leader à défendre. Il ne défend pas, il remporte la première étape, deuxième étape contre la montre, il termine 97e. Tour de Suisse l'année dernière, il fait 81e, c'est quelque chose qu'il revendique, c'est quelque chose qu'il assume, il déteste, il a horreur des contre-la-montre. Donc à partir de là, même s'il se dit je vais le faire à fond, ce qui ne lui arrive jamais, hein, il fait jamais un contre-la-montre à fond, mais il va aller sur 10 bornes en travaillant pas l'exercice, en n'aimant pas ça, il va se manger, il a une phobie du contre-la-montre en fait, donc il va se manger au bas mot, allez si je suis gentil, il prend une minute dans la gueule sur Filippo Ganna. Donc pour moi il ne peut pas gagner à moins de faire une masterclass sur l'étape des bosses, mais il ne peut pas gagner, genre partir à 40 bandes de l'arrivée et nous faire une Pogacar, il ne peut pas gagner le classement général de ce Tour de Belgique. Donc on a un field à 1,25, c'est pas énorme je sais, mais pour moi il y a 99% de chances qu'il remporte pas ce Tour de Belgique. Donc on va mettre 1% de bankroll. Voilà un petit peu la mise maximale que je mets dans le coup tordu. 1% de bankroll sur Thibaut Nice ne remporte pas ce Tour de Belgique. Et on va mettre également un petit 0,25% de bankroll. La victoire de Filippo Ganna, elle est à 0,25% de bankroll. C'est quelque chose qui me paraît pas mal. Et puis il y a un top 3 également qui m'intéresse. C'est Alex Segart de la Lotto qui est un des meilleurs rouleurs belges. Voilà vraiment bon petit jeune, 22 ans. Il a terminé deuxième l'année dernière du championnat de Belgique. C'était derrière Tim Wellens. Alors, j'ai pas encore les cotations pour les top 3, mais du coup comme Thibaut Nice est coté deuxième, du coup ça laisse des values derrière.
Ça laisse clairement des values derrière. Donc, j'ai pas de. Il est coté. Alex Segart, il est coté à 20 pour la victoire. Ouais, vous avez du Florian Vermeersch. Alors, Ethan Hayter, il est sur courant alternatif. On sait jamais trop avec Ethan Hayter. Filippo Baronchini à 17. Segart à 20. Donc, voilà, si j'avais un cours à aller cocher pour un podium, derrière Filippo Ganna, ça serait Segart, mais encore une fois, voilà, la cote victoire elle est à 20, donc voilà, j'ai pas les cotes podium. Si on a du 5-6, voilà, on rajoutera peut-être une petite croquette sur le podium de Alex Segart sur le classement général de ce Tour de Belgique. Pour la première étape, le favori, c'est Tim Merlier, la cote à 1,70, zéro value, il n'y a rien à dire. Bon, je pense qu'il va la gagner. Ah, si, il y a peut-être une value après 1,70 sur un sprint, quel que soit le sprint, c'est quand même très très compliqué d'aller mettre une pièce ou un billet là-dessus. Donc je vous fais le récap de mes pronos. Au niveau donc du Tour de Suisse, la victoire de Joao Almeida, la cote à 5,10, la BK c'est 0,25. Du côté du Tour de Belgique, Thibaut Nice ne remporte pas le classement général, la cote à 1,25, la BK c'est 1%. Pipo Ganna remporte le classement général, la cote à 2, la BK c'est 0,25%. Et en option, en fonction des cotes et en fonction de ce qu'on verra dans le cours de la journée, un top 10 de Yael Johaland sur la route d'Occitanie. En tout cas, moi, je pense que pour les managers de Side Limit, c'est une base d'avoir Johaland sur une ligue en leader. Et enfin, sur le Tour de Belgique, Alex Segart en top 3, si jamais on réussit à trouver une cote aux alentours de 5-6 sur le classement général. Merci pour ce coup tordu, les amis, et on se retrouvera probablement demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.